Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut les amis. Bonsoir. Bienvenue à tous. L'actualité du jour, c'est l'ONU critiquée pour son impuissance et attaquée de toutes parts. Donald Trump enterre le multilatéralisme et lance même son Conseil de la paix concurrent. Le secrétaire général de l'organisation tire la sonnette d'alarme. International law is trampled. Cooperation is eroding. Despite all the hurdles, the United Nations is acting to give life to our shared values. And we won't give up. Et plusieurs des principaux pays contributeurs lui coupent les vivres. Alors peut-on encore sauver le machin, comme l'appelait De Gaulle? On en débattra. Puis, on vous retrouvera en fin d'émission. Et oui, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et direction le Grand Palais à Paris, Renault qui accueille 41 tapis commandés par Louis XIV. C'est absolument magnifique, c'est sensationnel, mais Louis XIV ne les a jamais vus. Pourquoi? Je vous raconte ça tout à l'heure. Parfois, l'histoire se prend les pieds dans le tapis. Absolument. Et vous, Marie? L'architecture peut faire des miracles. En tout cas, c'est ce que pensent certains catholiques de Barcelone qui se battent pour faire béatifier l'architecte le plus célèbre de la ville, Antoni Gaudi. Eh bien, tout à l'heure, les amis. Mais pour commencer, nous recevons une metteuse en scène qui aime à s'emparer du réel pour nourrir son art. Lorraine de Sagazan n'hésite pas à se plonger dans ce que notre société a de plus sordide, parfois de plus insoutenable. Avec Chien, le titre de sa nouvelle pièce, elle se saisit d'une affaire de viol en réunion qui sera jugée dans le courant de l'année pour s'attaquer à la violence que l'industrie du porno inflige aux femmes. Un spectacle saisissant dont on ne sort pas indemne. Bonsoir Lorraine de Sagazan. Bonsoir. Laissez-moi vous présenter Marion Lourd et Anne Ndiaye. Bonsoir. Alors Lorraine de Sagazan, vous êtes metteuse en scène et vous avez toujours eu la volonté, et dans vos spectacles précédents aussi en quelque sorte, de faire entrer le réel dans votre art. Je pense à votre pièce Le Sacre, où il était question du Covid et de la mort. Une autre pièce, un autre spectacle sur le système judiciaire, Léviathan. Et puis là, il y a cette pièce, Chien, ce spectacle qui porte en fait sur la violence que génère l'industrie du porno. Pourquoi est-ce que vous avez besoin comme ça de mettre en scène un réel et un réel dur? Pendant la crise sanitaire, justement, je crois que j'ai eu une crise de fiction. Je savais plus bien à quoi servait la fiction pour la fiction. J'osais plus demander aux acteurs et aux actrices de faire semblant, de prétendre d'être ce qu'ils n'étaient pas. J'ai l'impression que là où commence la politique, c'est là où s'arrête l'imitation. Et finalement, je me suis dit que pour moi, les œuvres d'art, et notamment le théâtre, qui est mon médium principal, ne devait pas représenter le réel, mais tenter d'y répondre. Donc je me suis lancée dans un travail d'immersion, de documentation très important, pour pouvoir identifier les béances du réel et tenter par les actes artistiques de provoquer du contre-espace et du contre-temps. Et cette immersion, cette documentation est aussi à la source d'ailleurs du travail qui ensuite a produit ce spectacle Chien qu'on va voir dans un instant. Si vous êtes là, Lorraine de Sagazan, ce soir, c'est parce que vous avez le profil idéal et c'est ce que va nous raconter à l'instant Gaël Legrain. Lorraine de Sagazan, vous considérez Chien, votre pièce donnée actuellement au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, comme la plus étrange formellement. Depuis vos débuts, vous tentez de bousculer les procédés narratifs habituels. Comment y parvenez-vous? Quelle réaction du spectateur souhaitez-vous ainsi susciter? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Né en 1986, vous grandissez à Dinard, en Bretagne. Vous êtes vite animé par le désir d'exercer un métier artistique, désir attisé par l'intérêt que vous portez aux œuvres de votre oncle peintre, performeur et sculpteur Olivier de Sagazan. La défiguration, c'est pas du tout quelque chose de mortifère, c'est quelque chose au contraire qui vise à réaménager les formes, rechanger les formes pour à nouveau s'investir du vivant et prendre conscience de la beauté, de l'étrangeté d'être au monde. Il m'a beaucoup inspiré dans l'émancipation dont il a pu faire preuve. À l'âge de 29 ans, vous fondez votre compagnie de théâtre. Vous commencez en adaptant des classiques, Démon de Lars Noren, Une maison de poupées d'Ibsen. On a une compagnie qui est très jeune, qui a 2 ans. Et c'est vrai qu'on était vraiment personne. Et à force de jouer dans des festivals, on rencontre des gens, on échange, on discute. Ou encore L'absence de père d'après Platonov de Tchekhov. Je suis la première femme de ma famille à ne pas avoir été mère au foyer et à avoir eu la possibilité de choisir ma vie. Personne ne m'avait jamais appris à désirer pour moi-même. C'était comme si je ne lâchais pas complètement la rampe, précisez-vous aujourd'hui. En 2021, vous progressez dans votre quête avec un sacre. Pour écrire cette pièce, vous rencontrez plus de 400 personnes. Elles ont pris le temps de partager avec nous une disparition, une perte, un lien rompu.
et l'absence de prise en charge collective de cette expérience aussi, comme si c'était devenu quelque chose de tabou la mort, comme s'il y avait un manque. En 2025, vous créez Léviathan, un autre spectacle basé sur un protocole de rencontre et d'immersion dans une institution en vous intéressant à la justice et en particulier à la comparution immédiate. Aujourd'hui, vous vous inspirez d'un procès d'hommes qui comparaîtront pour viol en réunion et traite d'êtres humains commis dans le cadre de tournages porno. En mêlant les chants sacrés et ces violences, je veux créer une gêne chez le spectateur, mais aussi un renouvellement de l'écoute. Alors Lorraine de Sagazan, une gêne chez le spectateur, dites-vous, et d'ailleurs c'est vrai que de part et d'autre de la scène, il y a un avertissement qui est diffusé au préalable, avertissement donc à l'adresse des spectateurs quant à ce qu'il peut y avoir de violent et parfois d'insoutenable dans le spectacle, et leur disant qu'ils peuvent quitter d'ailleurs le théâtre avant la fin du spectacle. Pourquoi est-ce que vous cherchez à créer cette gêne, ce malaise en quelque sorte? Je pense que c'est pas tout à fait la même gêne. C'est-à-dire, en effet, on prévient les spectateurs et les spectatrices, et d'ailleurs, on leur dit dès le début du spectacle, prenez soin de vous, ce qui me semble vraiment important, parce qu'on ne peut pas maîtriser l'écho que ça va avoir chez certaines personnes qui auraient pu vivre des situations de violence similaires. Donc, il ne s'agit pas du tout de renouveler la violence pour mettre mal à l'aise les gens, ou en tout cas assigner des gens qui ont déjà souffert de nouveau à cette place de la souffrance. C'est plutôt gêner l'écoute, c'est-à-dire en fait cette industrie du porno majoritaire, il existe du porno éthique, mais c'est quand même très très minoritaire, elle donne comme argument pour l'autorisation de ce qu'elle met en scène le fait que c'est une œuvre de l'esprit, que c'est une fiction. Et moi j'ai vraiment voulu travailler là-dessus, c'est-à-dire provoqué par une forme. Je crois aussi que le chant, c'est la sublimation du cri. Donc c'est aussi une manière, en fait, pour moi, d'organiser un face-à-face avec la société et de rendre visible une chose qui est totalement invisibilisée dans le réel. Vous êtes beaucoup documenté sur cette affaire French Bukkake pour ce spectacle. Vous avez vu les vidéos qui sont extrêmement violentes, rencontré des victimes, rencontré des avocats, lu aussi des essais. Vous, dans quel état vous en êtes sorti ? J'en suis pas sortie parce que j'y suis tous les soirs, voilà. Et c'est vrai que c'est probablement le projet le plus éprouvant qu'il m'ait été donné de traverser. Je pense que c'est le cas aussi pour l'équipe. On parle énormément. Les répétitions ont été assez difficiles, à vrai dire. Après, je pense qu'il y a une forme de mise à distance qui se passe aussi avec le fait d'y travailler tous les jours. On arrive à trouver des outils pour se sécuriser. Malgré tout, je trouve que ce qui est beaucoup plus violent que le spectacle, puisque je m'attends plutôt à ce que certaines personnes accusent d'une certaine manière le spectacle d'être violent, mais en réalité, c'est pas le spectacle qui est violent, c'est la situation qui perdure et dont on peine à obtenir une prise en considération. Et justement, cette situation, ce réel extrêmement violent que l'on retrouve à travers cette affaire dont vous êtes inspiré, évidemment, ça renvoie à un procès qu'on a tous en mémoire, Anna, le procès des viols de Mazan, c'était il y a un an. Et bien, un an après, des hommes accourent encore et en masse pour avoir des relations sexuelles avec une femme endormie. Oui, c'est en tout cas l'expérience qu'a menée un journaliste québécois. Il s'appelle Hugo Meunier. Et son but à lui, c'était d'évaluer l'impact qu'avait pu avoir ce procès de Dominique Pellicot sur les hommes en l'occurrence. Et il a donc posté une fausse annonce en ligne sur un site de rencontre au Québec avec cette annonce donc, que je vous lis. J'ai un fantasme assez précis. Viens baiser ma femme endormie. Chut, elle ne doit pas se réveiller. Le tout accompagné de 2 photos générées par intelligence artificielle. En l'espace de 10 minutes, il reçoit déjà plusieurs propositions. Et au total, en 48 heures, 105 hommes se sont manifestés. Parmi eux, seuls 3 se sont questionnés sur le consentement de la femme et un seul a clairement qualifié cette situation de viol. Alors de cette enquête, le journaliste a tiré un mini-documentaire de 20 minutes avec une réalisatrice qui s'appelle Chloé Giroux. Et elle, précisément, elle appelle les hommes à enfin se remettre en question et à s'éduquer en rappelant, je la cite, « Ce n'est pas juste notre combat à nous ». Alors on le voit un an après, visiblement, rien n'a changé. Vous, qu'est-ce que vous attendez à la suite de votre spectacle? Est-ce que vous attendez un impact notamment sur les hommes? Oui, sur les hommes et les femmes, parce que je pense qu'on est en fait toutes et tous pris dans un système qu'on nomme plus communément la culture du viol. Mais en tout cas, l'affaire que vous venez de raconter éclaire le fait que le procès
a priori exemplaire de Mazan n'a pas modifié quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on le voit, on a la sensation qu'on parle beaucoup des questions de genre, des questions des violences sexuelles, mais pour autant, les chiffres restent absolument les mêmes. Et ça n'est pas simplement cette question du consentement qui est à remettre en question, mais tout un système de prédation. Pour moi, dans le spectacle, et je projette à un moment donné une vidéo qui est directement liée à l'affaire French Bukkake, où 160 hommes débarquent dans une décharge pour une femme qui les attend. Ils sont tous cagoulés. On a évidemment leurs identités, puisqu'ils ne peuvent pas tourner ces vidéos sans donner leur identité, mais jamais ces hommes ne seront poursuivis parce que tout simplement les tribunaux ne sont pas visiblement assez grands pour accueillir un procès de cette ampleur-là. Donc il y a en fait vraiment quelque chose qui ressemble pour moi plutôt à des scènes de guerre qu'à des scènes de sexe. Cette affaire n'a rien à voir avec la sexualité, ni Mazan non plus, ni ce que vous venez de décrire. On est dans de la pure prédation. Justement, sur ce procès il est à venir, cette affaire French Bukkake, 16 hommes donc, qui sont poursuivis pour viol en réunion. Proxénétisme aggravé, il y a tout un tas de... racisme, sexisme, etc. Est-ce que ça complique l'écriture d'un spectacle quand l'affaire elle-même n'a pas encore été jugée? Est-ce que vous avez dû prendre un certain nombre de précautions? Oui, forcément, on fait attention. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai rencontré aussi toute personne ayant approché de près ou de loin cette affaire. C'est pour ça aussi que la documentation est aussi importante, qu'on fait relire, qu'on travaille en fait en co-construction avec des gens qui sont directement concernés. Moi, je trouvais intéressant de faire un spectacle avant le procès, parce qu'en général, des spectacles ou les œuvres arrivent après, donc on est vraiment dans la pure représentation du réel. Et comme je le disais, moi, j'essaye plutôt de tenter d'y répondre, de tenter de faire basculer modestement. Ça reste un spectacle, une chose et une opinion qui ne serait pas du tout, à mon avis, pour l'instant, en tout cas, à la hauteur. Il y a beaucoup de gens qui découvrent cette affaire-là et qui se disent « je ne savais pas que de telles violences existaient », alors que c'est extrêmement répandu. Donc c'est aussi vraiment une manière de porter à la connaissance. Et je crois que la violence du spectacle, donnée aussi par cette forme si étrange, si questionnante, oui, j'espère en tout cas, va permettre de remettre en question et de poser les jalons d'un débat qui me semble extrêmement nécessaire, puisque pour moi, la femme au centre de ces affaires-là n'est absolument pas un objet de désir, mais un déchet qui simplement permet de valoriser, de renforcer une fraternité virile. C'est très étonnant quand même de mêler toute cette violence à des cantates de Bach qui sont très belles, avec des actrices, des acteurs qui chantent extrêmement bien. Il y a un effet de contraste qui est saisissant. Oui, certainement. Alors c'est sans doute ce que je cherchais, le frottement dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans les cantates, c'est que c'était donc de la musique de messe. Bach écrivait chaque semaine pour la messe du dimanche. Oui, tout à fait. Et ce qu'il y a quand même au centre, sans en faire quelque chose d'anticlérical, je veux dire, c'était pas une provocation à cet endroit-là, c'est la question du sacrifice. C'est-à-dire, moi, très rapidement, je me suis dit, mais c'est fou, cette femme est sacrifiée comme on le voit en fait dans la mythologie, qu'elle soit religieuse ou profane d'ailleurs. Cette question du sacrifice pour pouvoir atténuer la violence des hommes, arrêter l'escalade de la violence, apaiser les émeutes éventuelles. Et il y a quelque chose chez ce Pascal Opé, qui raconte d'ailleurs, en fait, absolument, tout à fait, qui raconte justement comment lui vient en aide aux hommes pour pouvoir justement leur permettre de continuer à exister et de traverser leur vie en se déchargeant en fait sur en général une femme. Comme on le voit très fort. Donc pour moi, oui, c'est cette question du sacrifice, de la douleur, de glorifier aussi des femmes, on le voit pour Mazan, légèrement mortes. Ça revient dans le spectacle, ça existe dans les contes pour enfants, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant. C'est-à-dire en fait quand même toute notre culture des représentations est quand même tout à fait nourrie, fondée sur le fait de fantasmer des femmes légèrement mortes. Merci Lorraine de Sagazan d'être passée par le plateau de 28 minutes ce soir. Je rappelle donc votre spectacle Chien qui se joue au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 15 février, avant ensuite de partir en tournée à travers la France. Merci à vous. Merci. On passe maintenant à notre débat du jour sur la crise financière et politique de l'ONU. Faute de moyens, les Nations Unies sont au bord de l'effondrement. Son secrétaire général Antonio Guterres a tiré la sonnette d'alarme. L'organisation est en panne face aux guerres qui se multiplient à travers le monde et Donald Trump fait cavalier seul. Il veut même lancer son propre conseil de paix. Alors peut-on encore sauver l'ONU? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. À coup de formule choc, le secrétaire général de l'ONU alerte inlassablement sur toutes les crises du monde. International law is trampled. Cooperation is eroding.
I call for an immediate humanitarian ceasefire. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Mais cette fois, ce sont les Nations Unies qui sont en danger. L'ONU met en garde contre un effondrement financier imminent. Nous ne disposons pas des réserves de trésorerie et des liquidités nécessaires pour continuer à fonctionner. Nous courons un réel danger. En 2025, 2400 postes ont déjà été supprimés. Les moyens manquent sur le terrain pour faire fonctionner les agences onusiennes. Et pour cause, quelques 40 pays, à commencer par les États-Unis, premiers contributeurs, n'ont pas honoré leurs engagements financiers. Pourtant, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'ONU était une évidence pour le président américain Franklin Roosevelt, présent à la conférence de San Francisco pour signer la Charte des Nations Unies. Will accept the result of this conference as the beginning of a permanent structure of peace. Mais 80 ans plus tard, le ton a changé. L'administration Trump ne cesse de répéter que l'ONU coûte trop cher et qu'elle est inefficace. L'ONU, je m'en moque. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Donald Trump a même lancé le mois dernier à Davos un conseil de la paix destiné à œuvrer à Gaza dans un premier temps. Alors ce conseil de la paix peut-il supplanter les Nations Unies comme l'espère Donald Trump? Est-ce le signe que l'organisation a fait son temps ou peut-elle encore se réformer? Comment l'ONU peut-elle surmonter la crise existentielle et financière qu'elle traverse? Eh bien, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur le plateau. À mes côtés, Chloé Morel. Bonsoir, Chloé Morel. Bienvenue à vous. Vous êtes historienne, spécialiste de l'ONU. Vous avez publié les grands discours à l'ONU. Et selon vous, la baisse des contributions à l'ONU impacte tout un tas de programmes. Dites-vous notamment, d'ailleurs, celui qui concerne la santé, bien sûr, l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, pourrait ne plus avoir les moyens d'agir en Afrique. Et ce qui aura aussi des répercussions, d'ailleurs, dans d'autres régions du monde. On va y venir dans un instant. À vos côtés, Jean-Maurice Ripper, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes ambassadeur de France, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous avez coécrit La paix par le droit irremplaçable, Nations Unies, qui paraîtra dans ces prochains jours, le 7 février, je crois. Selon vous, les États-Unis ne sont pas les seuls responsables de la situation à l'ONU, dites-vous, parce que tous les grands bailleurs occidentaux ont baissé leur contribution de manière dramatique. Il appartient donc aux grands pays émergents et à l'Union européenne de sauver l'ONU. Et à vos côtés, Anne-Cécile Robert, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directrice adjointe au Monde diplomatique, vous êtes professeure associée à l'Université Paris II ainsi qu'à l'IRIS. Et vous avez publié Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. Selon vous, il existe une menace de mort sur l'ONU. Si le Conseil de paix de Trump ne peut cependant pas la remplacer, il faut de toute façon améliorer la représentativité des pays émergents au sein de l'Organisation des Nations Unies. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Marion, vous avez un chiffre qui est même un chiffre du jour. Oui, 1,6 milliard de dollars, c'est-à-dire 1,350 milliard d'euros. C'est le montant des cotisations à payer par les États membres des Nations Unies l'année dernière, bien qu'une grande majorité des États payent toujours leurs cotisations. C'est quand même un montant 2 fois plus élevé que celui de l'année précédente. Et la conséquence, c'est que, selon son secrétaire général des Nations Unies, les liquidités pourraient être épuisées dès le mois de juillet prochain. Alors Jean-Maurice Ripper, est-ce que l'ONU risque carrément la banqueroute? Ah oui, ça n'est pas du tout exclu, surtout que si vous avez bien écouté M. Guterres, il vous a expliqué qu'en plus, cette baisse des finances oblige à la fermeture des programmes, ce qui oblige les Nations Unies à rembourser les États membres qui ont avancé l'argent des programmes qui sont supprimés. Donc, pardon de le dire comme ça, mais on est chez les fous. Je crois qu'effectivement, il faut quand même rappeler que les États-Unis, bien sûr, jouent un rôle fondamental puisqu'ils se sont retirés de 66 agences, dont 31, je crois, des Nations Unies. Mais l'Europe n'est pas plus belle. Et pardon de le dire, je suis un ancien diplomate, mais je parle en mon nom personnel. La France a coupé son aide au développement par 2 en 2 ans. Donc c'est pas que les États-Unis, c'est nous aussi. Et les grands bailleurs de fonds, même les grands bailleurs de fonds scandinaves, qui d'habitude remplaçaient les Nations Unies. Donc si vous voulez, là, c'est l'accumulation, c'est la triple peine pour les Nations Unies. Chloé Morel, même si les États-Unis, d'ailleurs, on pouvait presque les comprendre, parce qu'ils sont quand même mis à contribution, ils représentent 22% du budget de l'ONU. C'est ça, parce que la contribution de chaque État est calculée en fonction du PIB du pays. Donc les États-Unis, c'est le plus gros contributeur avec 22%, mais la Chine est le deuxième maintenant avec 20% du budget. Et la Chine se dit favorable et
prête à cotiser plus, à contribuer plus, notamment par des contributions volontaires, extra-budgétaires. Mais ça voudrait dire aussi qu'elle a une influence croissante. C'est déjà le cas à l'UNESCO. Si vous contribuez davantage par ces contributions volontaires, ça veut dire que vous pouvez en quelque sorte établir une partie de l'ordre du jour. En fait, on peut choisir à quoi va servir ce budget extra-budgétaire. Donc ça donne à la Chine une influence croissante. D'autres pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Inde pourraient aussi contribuer un peu plus. Et donc c'est un peu dangereux parce que c'est des pays qui ne sont pas démocratiques, pas totalement démocratiques. Et donc ça laisserait peser une incertitude sur l'ONU. Anne-Cécile Robert, ça veut dire aussi très concrètement qu'il y a des postes qui ont été supprimés l'année dernière, 2400 exactement. Ça change quoi sur le terrain ? Là, on est dans une situation où il y a moins de personnel, moins de moyens, donc il y a des programmes qui s'arrêtent, il y a des plans qui ne sont pas renouvelés, et ça, c'est la responsabilité première, il faut le rappeler, des États membres. J'allais dire, c'est un peu facile de taper sur Donald Trump parce que il est tellement caricatural que c'est une cible facile, mais tous les autres qui sont supposés défendre le droit international, le multilatéralisme, sont vraiment encore plus fautifs, parce que ce serait à eux de combler les trous et de permettre au programme de persister. Alors vous le disiez, et Jean-Maurice Ripper aussi, il y a une responsabilité occidentale en général, des principaux contributeurs, dont la France d'ailleurs, vous le rappeliez, et pas seulement occidentale. Oui. Mais pour en revenir un instant quand même à Donald Trump aux États-Unis, il y a une particularité, c'est que de surcroît, les États-Unis, eux, se retirent d'un grand nombre d'organisations. Je pense à l'UNESCO, par exemple, dont le retrait américain est annoncé pour la fin de l'année, c'est ça ? Ça peut mettre en péril l'UNESCO ? Le paradoxe de l'UNESCO, c'est que l'UNESCO s'y attendait, et tous les gens de l'UNESCO vous diront qu'en réalité, la perte du budget américain, qui n'avait pas été recomplété d'ailleurs par Obama après les premières chutes, la perte avait été provisionnée. Donc paradoxalement, c'est pas l'UNESCO qui souffre le plus. Ce qu'il faut rappeler quand même, et c'est ça qui est important, les critiques de Donald Trump portent sur l'ONU politique. L'ONU, c'est d'abord et avant tout, ce sont des milliers d'agents sur le terrain qui s'occupent dans toutes les zones de conflit et de misère du monde du sort des gens qui vont mal. Et donc aujourd'hui, quand on dit supprimer les programmes de l'OMS, supprimer les programmes du Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est une action humanitaire, c'est pas une action politique, vous voulez dire. On estime idéologique. Le plan d'urgence pour 2025 des Nations Unies a été coupé de 60% à cause de toutes ces baisses de l'ensemble du monde et pas seulement de l'Occident, quoi que ça veuille dire. Et deuxièmement, ça veut dire qu'on estime qu'il y a entre 100 et 120 millions de gens qui sont aujourd'hui en danger de mort. Les Nations Unies sauvent des vies tous les jours. Les Nations Unies ne sont pas seulement des fonctionnaires à New York. Et justement, vous évoquiez à l'instant l'action sur le terrain très concrète de ces diverses agences, organisations qui dépendent des Nations Unies. Anna, jeudi dernier, les États-Unis ont officiellement quitté l'une des principales, l'une d'entre elles, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, chose promise, chose due, c'est ce qu'on pouvait lire dans la déclaration conjointe du ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. et du secrétaire d'État Marco Rubio la semaine dernière. Donald Trump avait promis dès les premiers jours de son retour au pouvoir l'année dernière de quitter l'OMS. C'est donc chose faite. Il faut savoir que les États-Unis sont le seul pays à pouvoir se retirer de l'OMS. Une clause avait été signée en ce sens en 1948. Puis il fallait respecter tout de même deux conditions. La première, un préavis d'1 an entre l'annonce et le retrait. Ça, c'est fait. Et la seconde, c'est de régler ses dettes. Sauf qu'à ce jour, l'ardoise des États-Unis s'élève à 260 millions de dollars et ils ne comptent absolument pas la solder. L'administration américaine considère que l'OMS a fait preuve de défaillance pendant la pandémie de Covid-19, qu'elle a entravé, je cite, le partage d'informations cruciales qui auraient pu sauver la vie d'Américains et qu'elle a donc agi contre les intérêts des États-Unis. C'est un coup dur pour l'OMS qui voit donc encaisser la perte de 20% de son budget annuel et ça, ce sera très difficile à compenser. Mais c'est un retrait qui met aussi à mal la collaboration scientifique mondiale sur la santé et le partage de données qui permettent notamment d'anticiper les grandes épidémies, les pandémies. Le directeur de l'OMS a d'ailleurs tenu à rappeler que ce retrait mettait en danger non seulement la santé des Américains, mais aussi celle du reste du monde. Chloé Morel, quel impact concret ça peut avoir sur la santé, ce retrait des États-Unis et surtout, peut-on faire sans les États-Unis aujourd'hui ? Aujourd'hui, on dit la santé globale, la santé mondiale. Ça veut dire que si il y a des problèmes de santé qu'on laisse s'aggraver dans certaines régions ou d'Afrique ou d'Asie, ça peut impacter le monde entier maintenant avec tous les transports aériens. Mais plus largement, l'ONU aujourd'hui est beaucoup court-circuité, marginalisé par d'autres instances comme le G7, le G20, l'OCDE, le Forum de Davos. Aujourd'hui, il y a quelques jours, plus efficaces, ils sont plus médiatisés. Il y a un problème de communication, de médiatisation de l'ONU
tout ce qu'elle fait, qui est très important au niveau humanitaire, n'est pas assez médiatisé. On entend le secrétaire général seulement déplorer les situations graves, mais pas faire des propositions, initiatives et des constats de ce qui a été fait de positif. Donc il y a beaucoup d'instances comme le G7, le G20, Davos ou d'autres qui marginalisent. Il y a un discours un peu trop plaintif du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et en plus, toutes ces autres instances sont moins démocratiques que l'ONU, moins universelles. L'ONU, c'est la seule instance qui est démocratique, avec à chaque État égale une voix à l'Assemblée générale, et il y a 193 États membres. Donc c'est vraiment l'instance la plus universelle. C'est très important de la valoriser et de l'utiliser. Alors, Cécile Robert, c'est vrai que l'ONU, c'est plein d'agences différentes. On parlait de l'OMS, il y a aussi le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui concerne quand même 117 millions de personnes dans le monde. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ces personnes-là, pour ces réfugiés, pour ces déplacés? Pour terminer sur l'OMS, il faut ajouter un autre danger, c'est que si ce n'est pas les pouvoirs publics qui financent, on va avoir des firmes privées. Et on sait que par exemple la Fondation Gates finance beaucoup de l'OMS, ce qui peut induire un mélange des genres qui n'est pas forcément favorable à la protection des populations. Et ça, c'est vraiment devant nous. Et on sait qu'il y a des gros marchés sur les vaccins, des choses comme ça. Et on a tout intérêt à ce que ce soit des pouvoirs publics, même Chancelant, qui supervise ça, que des fondations privées. Et sur les réfugiés? Et sur les réfugiés, c'est fondamental. Et c'est là qu'il faut quand même souligner que les États-Unis font une erreur colossale. Trump, en disant l'ONU m'embête, elle est inefficace, en fait, il oublie que l'ONU rend service aux États-Unis. Et que c'est pour ça que les États-Unis ont poussé à la création de l'ONU en 1945. C'est qu'avoir une organisation internationale qui s'occupe des réfugiés, qui s'occupe de la santé, ça stabilise le monde. Ça régule. Ça limite les migrations, oui, ça contrôle, ça régule. Et donc là, en fait, en pensant résoudre un problème, il va en fait en créer un autre. Parce que toutes grandes puissances que sont les États-Unis, ils ont quand même besoin qu'il y ait des règles du jeu, que ça se stabilise, que les États coopèrent. Donc en fait, c'est vraiment une politique illusoire que mène Donald Trump. Et pourtant, ils restent les premiers contributeurs sur ce sujet-là aussi. Sur les réfugiés aussi. Oui. Pardon, juste j'ai un léger point de désaccord là-dessus. Je pense qu'un des problèmes des Nations Unies, et une des critiques qu'on leur a faites sur l'ensemble de leur activité, c'est de fonctionner en circuit fermé et d'être une instance de gouvernement. C'est ce que vous disent tous les réalistes. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte, les rapports entre gouvernements, les rapports de force, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'au contraire, c'est par l'ouverture que les Nations Unies sont les plus efficaces et que les citoyens du monde s'engageront à défendre le système multilatéral. Regardez ce qui se passe dans le domaine du climat et de la protection de l'environnement. C'est l'ouverture au monde, à la société civile. COVAX, qui est le vaccin qui a été distribué quand même à des milliards de doses dans le tiers-monde, ça n'a été possible que parce qu'il y avait la convergence de l'UNICEF, de l'OMS, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Fondation Gates et de la Fondation Clinton. C'est-à-dire qu'en réalité, la Fondation Clinton et la Fondation Gates ont apporté à l'OMS presque plus d'argent que le gouvernement des États-Unis depuis 20 ans. Après, il ne faut pas confondre ONG et entreprise. Non, mais je pense qu'on ne se passera pas du monde de l'entreprise. C'est un peu ça le problème. Et depuis le pacte global de Kofi Annan, on a un mélange des genres avec les entreprises. Même si en termes d'efficacité, ça peut être aussi une aide qui peut parfois être utile. Alors voilà, mais ça induit quand même d'autres enjeux. Quand vous vendez des produits, vous ne faites pas de l'intérêt général. La Fondation Gates ne vend pas de produits. Non, mais elle est liée notamment en Afrique, à Monsanto. Ah bah oui, et quand ils ont... Bah oui, non mais c'est ça le mélange des genres. C'est qu'ils viennent apporter de l'aide, mais en même temps, comme ils sont dans le domaine de l'entreprise, ils défendent aussi des choses qui n'ont rien à voir, comme les gouvernements dans le monde. On peut décider de se passer des entreprises. Sauf qu'on peut renverser un gouvernement. On peut renverser un gouvernement, on ne peut pas renverser une entreprise. En attendant de se passer de l'un ou de l'autre, on va continuer de s'interroger sur savoir à quoi sert l'ONU très concrètement. Par exemple, l'ONU, ça sert à envoyer des forces d'interposition dans des zones de conflit pour protéger les populations civiles ou garantir le maintien de la paix. Notre archive du jour nous ramène 20 ans en arrière et revient sur un demi-siècle d'engagement des fameux casques bleus. Les premières unités onusiennes ont atterri à Ismaïlia. L'ONU a maintenant pris en main le problème du canal. Le monde attend la suite. 1956, la crise du canal de Suez. C'est la première intervention des troupes aux couleurs de l'ONU, la première d'une longue série de 60 opérations à travers le monde avec toujours le même but, maintenir la paix ou empêcher une guerre. En 50 ans d'histoire, les casques bleus comptent cependant à leur actif quelques succès même limités comme en Sierra Leone ou comme ici au Cambodge, lors du désarmement des factions armées. Et durant ces 50 années, plus de 2000 casques bleus ont perdu leur vie en opération. Alors Jean-Maurice Ripert, aujourd'hui il y a
11 opérations de maintien de la paix encore en cours, RDC, Sud-Liban, Centrafrique, etc. Et pourtant, on a toujours l'impression que les Nations Unies échouent à empêcher, à arrêter les guerres. Il y a une forme d'impuissance malgré tout ? D'abord, il va y en avoir de moins en moins à cause des coupures financières dont on parlait. On va voir la différence. La question n'est pas là. Qui s'occupe aujourd'hui des centaines de milliers de réfugiés dans l'est du Congo qui sont là depuis 30 ans à cause des guerres internes au Congo démocratique d'abord, puis après par l'occupation quasi militaire du Rwanda dans l'est du Congo. Qui s'occupe des réfugiés en Birmanie? Qui s'occupe de la ligne de démarcation au nord d'Israël et du Liban? Qui s'occupait de Gaza avant que la guerre n'éclate il y a quelques années? Les Nations Unies. Donc la question, moi je me suis occupé des Nations, j'ai été chargé de l'aide humanitaire au Pakistan pendant les inondations du siècle en 2009-2010. Qui s'occupait des réfugiés à part les Nations Unies? Donc quand il n'y aura plus ces opérations de maintien de la paix, n'oubliez pas qu'il ne faut pas confondre le maintien de la paix et le rétablissement de la paix. Oui. Si nous voulons le rétablissement de la paix, alors il faut des soldats qui se battent. Regardez ce qui s'est passé quand le président de la République, je ne porte pas de jugement politique, a dit que peut-être il allait falloir se battre. Mais ça, c'est pas la mission des casques bleus, très concrètement. Non, on parle justement d'une baisse des effectifs, Chloé Morel, 25% des casques bleus dans le monde. Est-ce qu'on va forcément vers une aggravation des conflits? Oui, ce serait une aggravation des conflits au quotidien, sur le terrain. Mais ce qui bloque souvent l'ONU pour être efficace, pour maintenir la paix ou rétablir la paix, c'est le droit de veto, malheureusement, qui est un privilège qui est détenu par 5 États membres permanents du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Et ça, c'est un privilège qui est maintenant anachronique, aujourd'hui, 80 ans après. Il faudrait supprimer le droit de veto pour je que pense, l'ONU fonctionne mieux. oui. La France a proposé aucun de le suspendre ceux qui le détiennent depuis 2013. Non, ils sont pas prêts. La France l'a proposé depuis 2013, suivi par plus de 100 pays en développement, 100 pays du Sud, de le suspendre en cas où on traite de situations où des crimes de masse sont en cours. Donc c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, ce veto, il a été utilisé plus de 300 fois depuis le début de la création de l'ONU. Et ça a souvent paralysé l'ONU, l'a bloquée en bien des fois, même pour se réformer elle-même, pour réformer la charte, pour changer les mécanismes. En particulier les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre, ils peuvent tout le temps, ils ont utilisé 90 fois environ les États-Unis. Et les 5 pays qui ont le droit de veto ne représentent plus que 25% de la population mondiale. Donc c'est disproportionné, ça ne représente pas toute la population mondiale. Depuis les années 60, l'ONU s'est élargie aux pays du Sud. Et donc il y a plus de pays du Sud que de pays occidentaux maintenant à l'ONU. Anne-Cécile Robert, cette ouverture justement de l'ONU, notamment aux pays du Sud, pour sortir de ce monde en fait né de l'après-guerre, né de 1945. Je crois que c'est fondamental. Cela étant, je ne pense pas que la suppression du droit de veto résoudra quoi que ce soit, parce que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est un problème politique. C'est-à-dire veto ou pas, quelle que soit la procédure que vous changez, si vous n'avez pas d'espace public, si vous n'avez pas d'espace commun, si les États n'ont pas envie de coopérer, ça sera bloqué. Et c'est ça qu'il faut résoudre aujourd'hui, recréer de l'envie de coopération, de l'envie de travailler ensemble. Et on n'y est pas du tout. On est parti au contraire dans des logiques de fractionnement où les États préfèrent résoudre par des rapports de force leurs différends. Il y a un vrai travail politique, diplomatique. Je trouve qu'il n'y a pas assez de diplomates sur le devant de la scène en ce moment. Trop de militaires et pas assez de diplomates pour résoudre ce problème de fracture fondamentale de l'espace public. Alors c'est vrai que l'ONU, il a été très critiqué depuis les années 60 et le machin de Gaulle, il l'est encore aujourd'hui. Et puis on voit Donald Trump qui propose un conseil de la paix qui était au départ destiné seulement au Proche-Orient, qui semble vouloir élargir à plusieurs opérations, à plusieurs terrains dans le monde. Est-ce que ça peut devenir, Jean-Maurice Ripper, une organisation alternative, un ONU bis? Écoutez, ce serait une bouffonnerie si ça n'était pas tragique. C'est enfin la confirmation que les États-Unis rejoignent ceux, c'est-à-dire la Russie et la Chine, qui s'efforcent depuis des années de saper les Nations Unies et de saper l'ordre multilatéral pour créer un monde dans lequel, évidemment, chacun se voit au centre. C'est le cas notamment de la fameuse initiative ceinture et route chinoise ou de ce Conseil de la paix de M. Trump, puisqu'il ne se cache même pas. Dans les deux cas, c'est le président de chaque pays qui est président à vie. Mais donc ça peut c'est marcher, formidable. Mais non, ça ne peut pas marcher. On peut le prendre aussi légèrement, avec une forme de dérision. 22 pays, dont la moitié sont des dictateurs ou des autocrates, avec qui doivent payer pour des siéger. petits nains, et qui en plus, est-ce que ça peut marcher pour achever l'ONU, 125 millions de dollars. Est-ce qu'à défaut de construire quoi que ce soit d'alternatif, est-ce que ça peut fonctionner pour achever l'ONU en quelque sorte? Oui, alors c'est tout le problème, parce que moi personnellement je suis convaincu que le problème c'est la convergence aujourd'hui de l'action des 3 anciennes superpuissances
qui veulent détruire l'ordre international pour en refabriquer un, s'il le faut en s'entendant entre elles, partager le monde en 3 ou en 2, parce qu'il ne faut pas oublier que, et à Moscou et à Pékin, le rêve, c'est de recréer un monde bipolaire avec les États-Unis. Là, la Chine et la Russie ne sont pas tout à fait dans le même camp. Donc, moi, je pense que c'est ce que vous avez rappelé au début. L'avenir des Nations Unies, il est dans les mains, non pas de ce Conseil de la paix, mais des grands pays démocratiques du Sud et de l'Union européenne, parce que c'est par leur convergence à la défense des valeurs démocratiques qu'on y arrivera. On va écouter le président d'un de ces grands pays démocratiques du Sud. Oui, parce que vous n'êtes pas le seul à critiquer ce Conseil de la paix. Il y a la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande qui refusent d'y participer, et puis le président brésilien, Lula, qui se pose carrément en défenseur des Nations Unies, mais pas n'importe quelle Nations Unies, des Nations Unies un peu réformées. A carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, o presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. A gente não tem arma, mas a gente tem caráter e dignidade e a gente não vai baixar a cabeça para ninguém. Alors Chloé Morel, on parlait tout à l'heure de la réforme du droit de veto, mais il y a d'autres pistes de réforme possibles, politiques et financières peut-être? Oui, il faudrait aussi que l'ONU ait plus de pouvoir, arrive à mieux faire respecter la charte ou ces grandes conventions, comme la Convention internationale des droits des migrants, qui est bafouée aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, par Trump, ou la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui est aussi bafouée dans beaucoup de pays. Donc en fait, l'ONU a fait beaucoup de textes très progressistes, mais souvent, ils ne sont pas respectés parce que les États n'ont pas ratifié ou refusent de le... Et rien ne se passe, en fait. Donc, l'ONU n'arrive pas à faire respecter ses grands textes, sa charte, etc. Il faudrait que, au lieu de rester lettre morte, tous ces grands principes soient vraiment avec un pouvoir de sanction, par exemple, sanctions financières pour des pays qui ne le respectent pas. Ça permettrait d'accroître ses réserves d'argent, par exemple. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes pour... essayer en quelque sorte de rafistoler, de sauver, de conforter le machin, comme disait le général. Merci à vous. Dans un instant, l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. D'abord, l'histoire des tapis monumentaux de Louis XIV, un trésor méconnu exposé quelques jours seulement au Grand Palais à Paris. Puis nous verrons que le centenaire de la mort d'Antoni Gaudi, l'architecte de la Sagrada Familia à Barcelone, suscite une ferveur sans limite. Mais d'abord, le mot vedette du jour. Elle est fragile, très fragile, et pourtant on se l'arrache. La France a même accepté de la prêter à son voisin britannique. C'est la tapisserie de Bayeux, et c'est entendu. B pour Bayeux, la tapisserie de Bayeux. On ne peut pas racheter la tapisserie de Bayeux. C'est la tapisserie de Bayeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Tapisserie de Bayeux, du latin tapetum, tenture, et Bayocassi, les Bajocas, un peuple gaulois, désigne la plus importante œuvre d'art monumentale d'Europe, commandée au XIe siècle par l'évêque de Bayeux. Son prêt éventuel au British Museum a inspiré le 14 janvier au peintre anglais vivant le plus célèbre, la litote Madness. Le génie du pop art de 88 ans, qu'il a vu 20 fois en 3 ans, n'a pas mâchouillé ses mots. Enrouler une œuvre suspendue au même endroit depuis des siècles peut en quelques secondes l'endommager. Et dans quel but? La vanité d'un musée. En effet, la broderie de 1000 ans d'âge et 68 mètres de long, tissée de lin et de laine, risque gros à traverser la Manche. Après avoir refusé de prêter l'œuvre aux Anglais en 53 et en 66, dans un élan de fraternité post-Brexit, l'Élysée accepte en 2018. Mais passé au check-up en 2020, la tapisserie de Bayeux recèle 24 000 taches, 10 000 trous, 30 déchirures. Le diagnostic qui suit est sévère, l'œuvre n'est pas transportable avant d'être restaurée. En 58 scènes, la tapisserie raconte la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, auquel le trône avait été cédé par son petit cousin le roi Édouard, à sa mort, mais qui s'était fait doubler par son beauf, et avait subséquemment décidé de traverser la Manche avec 7000 hommes pour lui rappeler la politesse. Chose faite à Hastings le 14 octobre 1066. La tapisserie, commande du demi-frère de Guillaume à des tisserandes de Canterbury, est exposée dans la nef de la cathédrale de Bayeux pendant 7 siècles, sauvée in extremis des révolutionnaires, protégée par Napoléon, rendue à Bayeux, saisie par les nazis et admirée au musée de Bayeux depuis 1983. On peut faire tapisserie sans être une potiche. Merci Thibonol, c'est entendu. Salut les amis. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. On va commencer avec vous, Xavier. Voilà donc qu'un projet de Louis XIV trouve aujourd'hui
Il a fallu attendre son aboutissement. Pendant 7 jours, 41 tapis jusqu'alors jamais réunis sont exposés à Paris, dans la nef du Grand Palais. L'histoire, en quelque sorte, revient sur... Le tapis, Renaud. C'est vous qui l'avez écrit, hein. J'aurais jamais osé. Non, mais c'est une histoire qui commence en 1668, Renaud, avec le début du tissage de ces incroyables tapis destinés à magnifier la Grande Galerie du Louvre. Vous savez, la galerie du bord de l'eau, 460 mètres le long de la Seine, qui réunit le Palais du Louvre à celui des Tuileries, une galerie voulue par le roi Henri IV. Et donc, 60 ans après, c'est son petit-fils, le roi Louis XIV, qui décide d'orner cette galerie de tapis. Alors, c'est Colbert, contrôleur général des finances, qui est à la manœuvre. Donc l'idée, c'est de couvrir cette grande galerie sur 440 mètres avec des tapis de 9 mètres. Alors ils font 9 mètres de long, 5 de large, et puis mis bout à bout, vous vous rendez compte, 440 mètres de tapis sur 9, c'est absolument gigantesque. Et c'est la manufacture de la savonnerie qui est choisie pour les réaliser. Il ne produit donc pas du savon. Voilà, on sent bien. Alors, si, cette manufacture, elle se trouve en fait dans le village de Chaillot. C'est aujourd'hui à l'emplacement du palais de Chaillot, à Paris. Donc oui, il y avait une fabrique de savon qui a été transformée en orphelinat par Marie de Médicis, la femme d'Henri IV. Mais voilà, des orphelins, il faut leur donner un travail, il faut leur donner un métier. Et formidable celui qui dirige la manufacture de tapis installé au Louvre, parce que lui, il a besoin d'espace, il a besoin de main-d'œuvre, et en plus de main-d'œuvre pas chère. Et donc, cet orphelinat devient la manufacture de la savonnerie, parce qu'on conserve ce nom de savonnerie. Et dès lors, eh bien, la manufacture est chargée de réaliser ces tapis absolument incroyables sur des cartons réalisés par Charles Lebrun. Charles Lebrun, qui est le peintre du roi. Et le programme est-il réalisé, Xavier ? Alors oui, et non. Parce que, oui, il est réalisé, il faut 20 ans quand même, en 1688, ça y est, ils sont là, tous ces tapis. Mais non, parce qu'entre-temps, le roi s'est entiché d'un petit pavillon de chasse à l'ouest de Paris, dont il a fait le palais de Versailles. Et dès lors, lui qui y réside depuis 1682, il n'a plus besoin de tous ces tapis. Donc ces tapis ont des destins différents, ils sont absolument incroyables. Donc je vous dis, il y en a 92, 93 selon certaines sources, mais 92 sûrs avec, pour certains... ils sont confiés aux garde-meubles devenus Mobilier National. Pour d'autres, ils sont vendus, ils passent dans des collections privées. Sinon, ils sont même découpés. Vous en avez des fragments qui traînent. Et puis, il y a des tapis qui ont disparu. Et certains de ces tapis ont un destin toujours près du pouvoir, puisque les pieds des présidents les foulent. Dès la fin du 19e siècle, des tapis de la savonnerie se trouvent à l'Élysée. Et puis, on en retrouve encore sous De Gaulle, sous François Hollande. Vous savez comment c'est, les présidents choisissent comme ça. Et sous Macron, non. Sous le président Macron, la volonté, c'est de donner une autre impulsion, nouveau décor. C'est toujours ce va-et-vient, vous savez, être en écho à la tradition, à l'ère du temps. C'est une sorte de recherche. On pourrait même dire, ce serait une quête. Voilà, le mot, c'est ça, une histoire de moquette. Tout ça pour en arriver là. Je cherchais. Ok, je l'ai. Merci Xavier. C'est à vous, Marie. La barre est haute. Le défi va être très haut à relever. À Barcelone, voilà que vous nous apprenez que certains catholiques espèrent que l'architecte Antoni Gaudi va être béatifié cette année par le Vatican. Peut-être cette année. En tout cas, ça fait 23 ans que les enquêteurs du Vatican étudient minutieusement la vie d'Antoni Gaudi, qui est le plus célèbre des architectes modernistes catalans, qui était conservateur, catalaniste. Et ça, c'est très connu, profond, mystique. D'ailleurs, il est mort, Gaudi, renversé par un tramway. Ce jour-là, dans sa poche, il y avait une chose, c'était les évangiles. Alors, maintenant, il s'agit de savoir si Gaudi a le niveau pour devenir un bienheureux, puis carrément un saint de l'Église catholique. Pour ça, il faut deux choses. D'abord, il faut que votre vie soit un modèle pour les croyants. Et puis, plus technique, il faut avoir accompli un ou des miracles. Or, la journaliste de M Le Monde Magazine, Sarah Belwezan, croit savoir de sources romaines que le dossier est en passe d'aboutir cette année. En tout cas, tout semble s'aligner pour 2026. D'abord, en juin prochain, c'est le centenaire de la mort de Gaudi. Belle occasion. Et puis, il y a de grosses festivités qui sont prévues à Barcelone parce que enfin, la ville va inaugurer la plus haute tour du chef-d'œuvre ultime de Gaudi, la Sagrada Familia, qui est donc une basilique qui est en travaux depuis 144 ans. Ça, les retards de livraison, quel drame. Mais énorme retard. Et c'est pas fini, Renaud. Il reste encore une décennie de construction, mais ça n'empêche pas de célébrer cet été la tour de Jésus-Christ, qui va vraiment transformer la ligne d'horizon de Barcelone, parce qu'elle fait 172 mètres et demi de hauteur. C'est la plus grande
des 18 aiguilles de pierre qui ont été prévues par Gaudi. Le pape est invité, attention, Léon XIV, il faut encore qu'il confirme, mais c'est pour ça que les Barcelonais qui militent depuis des années pour qu'on béatifie Gaudi ont un vrai espoir de voir leur idole enfin béatifiée à cette occasion. D'autant plus que, toujours d'après les sources italiennes du Monde Magazine, les enquêteurs de Rome auraient, ça y est, trouvé peut-être un miracle, un petit garçon qui souffrait d'une maladie incurable. En Allemagne, à Aix-la-Chapelle, son père architecte aurait prié Gaudi et l'enfant aurait guéri. Voilà, maintenant, il faut que des médecins indépendants regardent un petit peu ce cas et déclarent que cette guérison est totalement inexplicable. Ça ferait un miracle. C'est en cours. Enfin, troisième indice d'une possible béatification cette année de Gaudi, le Vatican, c'est poétique, le Vatican a très envie de promouvoir des saints qui n'étaient pas des religieux, qui n'étaient pas des moines, voire carrément qui étaient des artistes. Et il n'y a pas eu de béatification d'artistes depuis le début des années 80, depuis qu'on a béatifié Fra Angelico, ce peintre magnifique du XVe siècle. D'où donc l'intérêt pour le cas d'Antoni Gaudi, qui serait un bon modèle, on pense, pour le peuple catholique. Et je tiens à le rappeler quand même pour finir, un contre-modèle absolu pour le peuple de gauche, puisque ça on en parle moins, mais dans un autre article, Le Monde rappelle que cet architecte avait imaginé sa Sagrada Familia comme un lieu où les Barcelonais viendraient expier leurs péchés commis au nom de la lutte des classes. Du vivant de Gaudi, Barcelone était en fait un haut lieu de l'anarchisme. Et Gaudi, lui, a construit des somptueuses villas pour la haute bourgeoisie locale. Il avait choisi son camp et c'était pas celui des travailleurs. Merci Marie, merci les amis. Je vais peut-être vous béatifier, je vais réfléchir. Hein. Voilà, on va voir si vous le méritez. Merci en tout cas, merci à tous, merci de votre fidélité. Demain à 20h05, vous avez rendez-vous avec la patronne Elisabeth Quint en personne. Tchuss.